Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « On ne peut pas avoir raison et être en relation en même temps ». Et donc si je pense que j'ai raison et que je dois faire entendre raison à l'autre, il se peut que l'autre claque la porte. J'ai appris à communiquer et ça a changé ma vie. Apprendre à communiquer m'a aidé à poser mes limites avec douceur, faire entendre mes besoins, résoudre des conflits et surtout améliorer la qualité de mes relations. Nicole transmet la méthode RE depuis bientôt 30 ans. Cette méthode vise à améliorer notre communication et donc nos relations. Dans cet épisode, elle nous partage un peu de cette méthode et j'espère qu'elle vous aidera autant qu'elle m'a aidé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nicole. Bonjour Lily Rose. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, qui est un sujet, vous l'aurez compris, j'en parle très souvent de la méthode RE, parce que je trouve que c'est une méthode parmi toutes les choses que j'ai pu tester depuis 2 ans qui m'a vraiment aidée dans mes relations à exprimer ce que j'avais sur le cœur, à poser mes limites, à venir créer, co-créer avec l'autre, à venir résoudre des problèmes, à venir faire un tas de choses. De toute façon, la communication, ça fait partie de nous, on est des êtres humains, donc voilà, ça fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non. Donc je trouve que apprendre à mieux communiquer déjà avec soi et ensuite avec les autres, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Vraiment, j'en suis convaincue. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui d'aborder cette notion avec toi de la communication et plus précisément, on va venir s'attarder sur la première étape finalement avant de communiquer, c'est venir ressentir comment je me sens et comment je vais venir interagir avec l'autre. Donc vraiment, quelle est l'intention quand je vais voir l'autre? Est-ce que j'ai l'intention de lui en mettre plein la tête? Est-ce que j'ai l'intention de résoudre les problèmes? Est-ce que j'ai l'intention de lui exprimer ma colère? Voilà, on va venir s'amuser à naviguer dans cette première partie. Mais avant, Nicole, est-ce que tu peux te présenter et nous dire, parce que j'ai décidé d'utiliser comme titre pour cet épisode « Réfléchissez avant de parler, le secret de la communication ». Donc j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur qu'est-ce que représente pour toi finalement réfléchir avant de parler. Eh bien, quand tu m'as proposé cette phrase-là, j'ai souri parce que j'avais un oncle quand j'étais enfant. J'avais un oncle, quand on disait quelque chose, il disait « mais enfin, réfléchis ». Et avec le ton de la voix, la posture, tout ça, ça voulait dire « tu as dit une bêtise oui. » ou « tu aurais mieux fait de te taire ». Et alors, quand il a ajouté « ma petite fille jolie », là, c'était le comble. Oui. Bête et idiote. Oui, c'était un peu castrateur, quoi. J'avais pas ça en tête à cette époque-là. Oui. J'imaginais pas ça. Mais juste, réfléchir avant de parler, ça veut plutôt dire tais-toi. Alors, c'est pas du tout avec cette intention. Donc, c'est tout l'inverse. Donc, si tu veux, comme introduction à mieux communiquer, ça m'a fait sourire parce que dans mon vécu d'enfant, c'était le contraire quand on me disait ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai intérêt à faire si je veux améliorer la qualité de l'échange à l'instant présent. Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est d'être en relation avec l'autre? C'est de vouloir me faire comprendre, le comprendre? C'est vouloir lui faire entendre raison? Parce que quand même, faut être idiot pour pas penser comme je pense. Tu vois, ce genre de petites phrases, quand on les a en tête, l'autre l'entend et le sent. Et si je suis dans une attitude négative ou craintive ou d'opposition, si j'ai peur que l'autre m'attaque, si j'ai peur de pas défendre assez mes idées, je peux contre-attaquer plus que nécessaire. Si je pense que l'autre a des idées qui me vont pas du tout et que je trouve nulles, eh bien, je risque dès ma première phrase de donner à l'autre l'occasion d'entendre mon positionnement intérieur et l'autre va réagir à mon attitude première. Oui. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « on ne peut pas avoir raison et être en relation en même temps ». Et donc si je pense que j'ai raison et que je dois faire entendre raison à l'autre, j'ai
peu de chances d'aboutir. Ou alors, il se peut que l'autre claque la porte. Effectivement, je suis pas du tout dans la relation, je veux te faire rentrer quelque chose dans le crâne, et ton avis, oui. On s'en fout parce que j'ai raison. Oui, c'est ça. Si je pense a priori que j'ai raison, je peux penser, j'ai de bonnes raisons de penser ce que je pense, mais j'ai intérêt de toute façon à entendre ce que l'autre pense et pourquoi il le pense. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre que je n'ai pas vu. Vous savez, les angles morts, où on voit pas ce qui se passe. Eh bien, j'ai mes angles morts. Et pas que en voiture, hélas. Et j'ai intérêt à prendre en compte mon positionnement intérieur, si je suis ouverte à la discussion, si j'ai envie de comprendre l'autre, si je peux être mécontente, inquiète et en colère, je peux avoir tous ces sentiments-là, mais pas je vais faire entendre raison, ou alors je me lance dans une autre type de discussion. Je me lance dans une discussion de type convaincre l'autre, ce qui n'est pas échanger. Quand tu dis être en communication, ça évoque l'échange, le va-et-vient entre la pensée de l'autre et la mienne. Et pour ça, j'ai à laisser un peu de place dans mon esprit, dans mon cœur, à la façon dont l'autre envisage les questions et les choses. Oui. Et ça, je peux le sentir en une fraction de seconde, juste avant d'ouvrir la bouche. Donc moi, je dirais plutôt avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez. J'ai intérêt à vérifier, non pas réfléchissez, j'ai pas de leçon à donner, c'est vérifier si dans quel état vous êtes, si vous avez une vision négative, positive ou ouverte vis-à-vis de l'autre ou pas. Ça compte. Si vous regardez l'autre de haut ou pas. Et quand je dis regarder l'autre de haut, c'est pas forcément être hautain et comme ça. C'est, dans ma vision, je peux regarder avec du mépris. La façon dont j'ouvre les yeux, si on filme, on voit que la position des paupières n'est pas exactement la même si je regarde avec mépris que si je regarde avec ouverture d'esprit. Oui, parce que le langage non verbal aussi donne beaucoup d'informations à l'autre. Oui. C'est-à-dire que l'intention que j'ai, même si je la dis pas, même si je l'exprime pas, je vais le dégager. Oui. Et l'autre est équipé du même système de détection que moi. C'est-à-dire, si moi j'arrive à détecter que l'autre est dans une attitude méprisante à mon égard, il se peut fort que l'autre sache détecter ça chez moi aussi. Et ça, du coup, ça oriente d'emblée la discussion vers une issue plutôt fermée et de bagarre. Si j'ai envie de vraiment discuter, j'ai intérêt à ne pas mettre en place ce système-là, de vérifier qu'il est débranché. Il peut être utile à d'autres moments, et je veux continuer à avoir le droit de me servir de tout l'équipement dont je suis doté. Oui. Donc, c'est OK de pouvoir avoir une attitude méprisante, c'est OK de faire tout ce que nous sommes capables de faire, simplement j'ai à choisir le moment où je m'en sers. Et ça, c'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de l'autre. Quand je dis « tu m'as énervé », c'est moi qui me suis énervé. L'autre a fait des choses qui m'ont déplu et qui ont fait que je me suis énervé. Mais quand l'autre a fait ces choses-là, j'avais la liberté de lui dire « j'aimerais comprendre ce qui se passe, que tu agis de cette manière ». Oui, c'est reprendre sa responsabilité. Oui, c'est reprendre mes responsabilités. Et j'ai aussi l'impression que ça demande de prendre conscience. Ça permet de faire les choses avec beaucoup plus de conscience. C'est-à-dire que là, si je décide d'exprimer pleinement ma colère et de peut-être pas prendre le temps de l'extérioriser avant, mais plutôt de l'extérioriser sur l'autre, je le fais avec conscience. Donc là, j'ai envie, pas d'être dans la relation, j'ai envie d'en mettre plein la tête pour l'autre. Et je peux même parler avec colère et l'intention d'être dans la communication. Je peux ça aussi. Simplement, ça n'a pas le même impact que si je parle
plus calmement ou plus à distance. C'est pas toujours facile de décider de parler calmement et à distance. Et c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui se contrôlent et je suis pas sûre que l'authenticité soit améliorée. Je peux être vraiment en colère et touchée de ce qui vient de se passer et l'exprimer. Simplement, si je ne laisse pas un minimum de place à l'autre, eh bien, ça sera un monologue et à la fin, ça sera clos. Je n'aurais pas pris de l'autre, j'aurais déversé mon seau, c'est tout. Oui, il y aura pas eu d'échange, donc pas de relation. Et comment, du coup, aller regarder à l'intérieur de nous quelle est mon intention? Donc toi, maintenant, tu le disais, en une fraction de seconde, je suis capable de me réajuster et de voir où j'en suis. Mais si c'est un exercice ou une habitude qu'on n'a pas pris l'habitude de faire, peut-être est-ce qu'il y a des questions que tu préconises à se poser, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que j'ai envie qui se passe avec cette personne, tu vois, qui peuvent aider justement à l'introspection. Moi, je trouve qu'il y a une question que je peux poser. Qui est aux commandes? Est-ce que c'est ma colère? Est-ce que c'est mon intention de comprendre ce que veut l'autre? Est-ce que c'est mon intention de convaincre l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie avant tout? Et si je me rends compte que j'ai très envie de convaincre l'autre, je peux le dire à l'autre, je peux le partager. À partir du moment où je dis « j'ai envie de te convaincre pour telle et telle raison », et puis que je rajoute « et j'aimerais aussi entendre ce qui fait que toi tu penses ça ». Le plus souvent on discute avec des gens qu'on apprécie. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est dans des désaccords fort? C'est pas que l'autre est devenu méchant ou indifférent ou opposant. C'est qu'il y a des choses qui me manquent dans la compréhension. Et j'ai intérêt à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et comment l'autre voit les choses. Et j'ai intérêt à ce que l'autre, quand je partage, je suis en colère, ou j'aimerais vraiment te convaincre parce que ça me paraît très important, je puisse dire ça. C'est déjà se mettre en connivence plutôt qu'en opposition. Dès que je partage ce que je ressens, déjà il y a de l'ouverture. De l'authenticité. De l'authenticité, mais il y a d'autres manières d'être authentique aussi. C'est de l'authenticité et de l'acceptation de montrer à l'autre où je suis, qui je suis, plutôt que de cacher mes billes. C'est avec les ennemis qu'on cache ses billes. Je lui montre où j'en suis, ça veut dire que je suis prêt à partager avec l'autre une partie de mon paysage intérieur. Et moi, ce que je demande et que j'ai besoin de savoir, c'est quel est le paysage intérieur de l'autre que je ne vois pas encore. Donc si moi je commence à montrer une part de mon paysage intérieur, eh bien, ça peut donner idée à l'autre de montrer aussi son paysage intérieur. Et là, on commence à être dans le partage. Et on peut avoir des idées différentes et néanmoins être en connexion et continuer à discuter. Et je voudrais prendre un exemple. Ouais, c'est ce que j'allais demander, si tu avais un exemple concret peut-être à nous donner. À l'instant, je sais pas sur quoi qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Ça peut être une personne qui s'était engagée et qui n'a pas respecté ses engagements, et ça a blessé l'autre. Et en même temps, pour l'autre personne, si elle n'a pas respecté ses engagements, c'est parce que il se passait aussi peut-être quelque chose pour elle. Oui. Un exemple. Tu fais une personne et moi je fais l'autre. Si tu veux. On fait une mise en situation, ok. Tu veux commencer à vouloir aborder la situation? Vas-y. Enfin, je te dis vas-y parce que je sais pas par où commencer. Non, mais j'ai une idée. Tu vois, là, c'est un exemple typique. De quoi? Quand je te dis vas-y, tu me demandes, tu veux commencer? Oui. Je te dis vas-y. Et après, je te dis, enfin, c'est parce que je sais pas par où commencer. Oui. Là, donc, tant qu'on se parle, on est en apparence en lien, oui. Mais quand je te dis, parce qu'en fait, je sais pas quoi commencer, là, on était vraiment en lien, et là, vraiment, on a ri ensemble.
Parce qu'il y a une vérité de l'instant. Parce qu'il y a une vérité de l'instant. Et c'est cette vérité de l'instant qui est précieuse. Parce qu'elle a quelque chose de très authentique, de très spontané. Et je sais que je suis en attitude positive avec toi, avec moi, avec la situation, même si elle est un peu complexe. Mais néanmoins, ce fil-là, si je n'avais pas dit... Parce que en vrai, je sais pas par où commencer. Ça aurait pas été aussi authentique, ouais, je comprends. Ça aurait été de toute façon authentique, mais ça aurait pas été aussi en lien, en connivence plutôt que. Voilà. Ouais, donc c'est en fait vraiment une posture. J'ai partagé une partie de moi, auquel tu n'avais pas accès. Ouais, c'est ça, c'est comme si on mettait de la lumière partout, quoi. Et ça veut dire ne pas rester avec quelque chose de désagréable. Oui. En fait, c'est réussir à l'exprimer. Après, bon, peut-être aussi l'exprimer en parlant vraiment de soi. Donc, de qu'est-ce que je vis là. Et c'est pour toutes les émotions. Là, c'était quelque chose d'assez marrant. Bah, c'est parce que voilà, je sais pas trop par où commencer. On a notre exemple. Oui, on a notre exemple. Mais ça fonctionnerait aussi si, par exemple, quelque chose fait un peu monter de la colère, ou fait monter de la tristesse, ou de l'incompréhension. En fait, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on avance dans une discussion avec l'autre, dès qu'il y a une émotion, quelque chose qui nous traverse, ça va être de le dire à l'autre. Si c'est approprié. Ouais, si c'est approprié, oui, si ça a du sens. Et si c'est vraiment de l'ordre de l'émotion, non, parce que peut-être aussi apprendre à différencier ce qui est physique et émotionnel et ce qui est peut-être plus de l'ordre du mental, où là, le mental peut plus se raconter des histoires, non? Je sais pas très bien ce que tu veux dire. Dans le sens où... par exemple, vouloir avoir raison, l'autre va parler, ça va nous faire monter des choses, mais ce qui va monter, ça peut être des contre-arguments ou des contre-exemples. C'est pas vraiment une émotion, tu vois. Tandis que si on est dans la vérité de l'instant, où on exprime chacun ce qui se passe pour soi et que d'un coup, il y a une émotion qui monte, elle a peut-être beaucoup plus sa place que couper la parole pour couper la parole et dire ce que tu dis, c'est faux, etc. C'était plus dans ce sens-là. Oui, et il me semble que ces relations fortes, riches, comme les relations amicales ou parentales, c'est pas que parents-enfants, c'est entre parents, entre personnes parentes, en proches. C'est le partage de toutes ces petites émotions, toutes ces petites bribes de l'envers du décor. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas des personnes étrangères, ou on le dit plus rarement. Ou quand on le dit, ça peut paraître étonnant. D'où ça sort. Pourquoi il m'a dit ça? Alors que c'est ce qui fait partie de l'intimité. Complètement. Le partage de l'intimité. J'ai un exemple pour parler de ça. Je reviens d'un stage en Bretagne, et à un moment, il y a une dame qui fait partie du cercle qui a partagé quelque chose. Et j'ai trouvé son partage très vrai, très juste. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup résonné avec moi. Et à la fin, je lui ai partagé ce que t'as dit. Ça a beaucoup résonné pour moi. Ça m'a beaucoup touchée parce que je te trouvais très sincère et ça a beaucoup résonné avec ma propre histoire. Et le fait de lui avoir dit, ça l'a beaucoup touchée parce que voilà, elle sentait que c'était honnête, que c'était sincère et qu'il y avait un vrai élan. Voilà. Et c'est ce genre de choses finalement que j'aurais pu garder pour moi. Oui. Et ça, en fait, le fait de partager. C'est ce qui aide à être dans une relation authentique. Oui, c'est ce qui témoigne de la vibration de la relation authentique. Alors, il y a quand même des personnes qui sont plus ou moins des taiseux, des gens qui parlent peu et des gens qui parlent beaucoup. Et nous avons à tenir compte des tempéraments. Simplement, les gens qui n'expriment pas beaucoup peuvent, avec des mots, peuvent exprimer beaucoup avec des gestes, ou avec des attitudes, ou avec des intentions, des attentions. Et nous avons à regarder aussi la palette de communication que nous avons, et savoir jouer de ces différentes palettes. Il y a des personnes où ça peut les mettre en inconfort de dire certains mots. Par contre, leur apporter un petit bouquet de fleurs, ça passe très bien. Ça dit bien ce que je veux dire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons tendance à tenir compte de ça, à l'avoir intégré. Nous sommes préprogrammés
pour beaucoup de choses. Alors, j'ai un exemple que je trouve drôle. J'ai ma cuisinière, quand je l'ai découverte, elle avait des tas de programmes pour cuire les gâteaux, les tartes. Les tartes, c'est des gâteaux. Non, c'est pas pareil. Alors, les tartes, les gâteaux, le défrost, etc., etc. C'est préprogrammé, c'est tout préprogrammé. Avant, mon four, il avait éclairé, éteint, allumé, et puis le degré de température, point barre. Oui. Bon, là, maintenant, c'est préprogrammé sur beaucoup de choses. La machine à laver le linge, pareil. Eh ben, nous sommes nés avec des préprogrammations. Et où je suis préprogrammé sur la bagarre, où je suis préprogrammé sur l'ouverture, et c'est ça que j'ai besoin de vérifier quand je me mets en échange avec l'autre. Je vérifie mon préprogramme, et puis je peux le changer. Oui. Et ça demande aussi, j'ai l'impression, de se reconnecter à son corps, quand même, de réussir à sentir. Je sais qu'il y a des personnes qui... pour se protéger et continuer à avancer de la vie, elles ont dû peut-être mettre des couches de protection pour moins ressentir ou pour être moins sensibles ou quoi, parce que ça leur portait préjudice. Est-ce que tu as des exercices ou des conseils à donner pour petit à petit réapprendre à ressentir et à mieux savoir où je me positionne? Ce que je voudrais, c'est que communiquer, ce soit pas pénible. Ouais. Tu vois, donc tout ce qui est devoir à faire à la maison, moi ça me fait un peu peur. Oui, je comprends. Je voudrais pas rebuter les gens. Encore que oui, il faut s'entraîner. Il s'agit de s'entraîner. Mais les exercices, c'est des exercices qui se font pas seuls. Ou alors, si je peux me dire là, quel est mon sentiment intérieur? Ou quel était mon sentiment? C'est regarder après coup. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a capoté? Ça, oui, c'est très aidant. Je peux regarder la dernière discussion avec machin, ça a foiré. Et qu'est-ce que je perçois qui a foiré? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Et à ce moment-là, il y a deux choses à vérifier. Est-ce que j'ai écouté l'autre jusqu'au bout? De manière empathique, ou est-ce que j'ai écouté l'autre en triant, en jugeant, en rejetant? Et en déformant aussi. En déformant. En amplifiant un côté et en sous-estimant l'autre. Donc ça, c'est un travail a posteriori dans les échanges qui ont foiré ou qui ont bien marché. Oui. Je peux tout à fait regarder ce qui se passe. Ouais, ce qui s'est passé, pourquoi d'un côté ça a marché, pourquoi de l'autre ça a pas marché. Et dans la méthode RE, c'est quelque chose qui est connu sur la capacité numéro 8, c'est la maintenance. Ok. C'est-à-dire comment est-ce qu'on entretient mes capacités à communiquer. C'est-à-dire que je me prépare avant une communication importante à vérifier quelles sont mes idées importantes que je veux exprimer et qu'est-ce que j'ai intérêt à dire et est-ce que je suis bien dans une position, une attitude positive inconditionnelle ou que c'est difficile. Je peux reconnaître que c'est difficile et donc j'ai intérêt à être vigilante, à laisser de côté mon agacement ou quelque chose comme ça, et ou alors donc préventivement ou a posteriori. A posteriori, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu demander à l'autre de faire. Par exemple, je peux demander à l'autre d'exprimer ce qu'il a capté de ce que je viens de dire. Oui. Et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec l'autre aussi, de dire, ok, pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu m'as dit, je vais répéter l'histoire comme si j'étais toi. Je vais dire ce que j'ai capté de ton histoire. Ouais. Je peux le dire ou en développé, ou en très court, en quelques phrases. Ouais. Voilà. Quelques phrases, c'est ce que nous faisons très spontanément quand tout se passe bien. Quand quelqu'un dit quelque chose, très souvent, s'il me raconte un problème qu'il a rencontré au bureau, je dis, oui, c'est quand même embêtant pour toi et tu es inquiet sur les conséquences que ça risque d'avoir. Oui. Par exemple. Ou un truc beaucoup plus court en disant, flûte alors.
Oui. Ou n'importe quoi. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, à force d'essayer d'utiliser et d'inclure RE dans mon quotidien, c'est que 2 choses. La première, c'est que une seule personne, si elle retourne dans une attitude positive dans la relation, peut permettre à l'autre aussi de se réguler pour permettre que la communication reprenne, qu'il y ait un échange intéressant ou vertueux. Oui. Juste le repositionnement d'une seule personne peut améliorer ça. Tout à fait. Nous avons coutume de dire que nous sommes responsables à 100% de la relation et non pas 50-50. Ouais. Ça, on le disait dans le premier épisode, je me rappelle. De quoi ? Dans le premier enregistrement qu'on avait fait, l'épisode 12 qui est sorti il y a 1 an environ. Oui. Et c'est précieux de savoir que j'ai à tout moment la possibilité de maintenir la relation, sauf si l'autre a décidé de rompre. Mais tant que moi, je n'ai pas décidé de rompre aussi... Mais rompre le lien, tu veux dire. Le lien n'est pas rompu. Ouais, il y a une possibilité. Alors, quelquefois c'est bien ennuyeux, mais bon, c'est comme ça. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est dans le savoir-dire, justement. Maintenant que j'ai senti quelle était mon intention, on va partir là du postulat que mon intention, c'est d'embellir la relation, de l'améliorer, de résoudre les problèmes, voilà, d'aller sur quelque chose de bien. Comment, justement, exprimer les choses positivement à l'autre sans que ce que je dise lui donne envie de se protéger, qu'il se sente agressé ou qu'il mette sa carapace. Alors là, il y a une chose qui est très, très importante, très précieuse, c'est dès que je parle de mon point de vue et non pas selon une vérité absolue, je peux être entendable, je peux être audible. Si je dis « il fait froid », il y a forcément quelqu'un pour dire « non, il fait chaud ». Et là, on est en opposition. Si je dis « j'ai froid », il se peut qu'il y ait quelqu'un qui dise « tiens, moi j'ai chaud, je te passe ma veste ». Et on est en coopération. Donc, dès que je parle de mon point de vue, j'installe la coopération. Ça ne veut pas dire que la coopération soit facile. Hein. Et ça ne veut pas dire que ce soit simplement une situation... il suffit de dire de mon point de vue pour que ça marche. Parce que n'oubliez pas, il y a le non-verbal aussi. Il y a le petit pli sous l'œil qui dit je vais dire de mon point de vue et ça va te calmer. Non. Et je suis dans une position authentique de mon point de vue, ça passe. Mais si je parle pour essayer d'avoir l'autre, ça va pas faire le même effet. Donc j'ai ça qui est précieux à penser, à dire. Et quand je parle de mon point de vue, ça veut dire qu'il y a d'autres points de vue. Et que j'ai intérêt à entendre les autres points de vue. Et que c'est mon intention d'entendre les différents points de vue. Quand je m'exprime, j'ai intérêt à dire d'abord ce sur quoi je suis d'accord, avant de dire ce sur lequel j'ai des points de divergence. Qu'on sache quelle est la partie solide et la consolider avant de parler de ce qui est difficile. Si la partie solide est déjà bien consistante, c'est plus facile. S'il n'y a pas beaucoup de positifs et de liens, c'est compliqué. Les enjeux sont plus complexes. Et aussi, ça me fait penser à dire, par exemple, j'aime beaucoup la manière dont tu as fait la vaisselle, mais t'aurais pu si ça. Donc là, c'est le mais, c'est comme s'il annulait tout ce qui a été dit avant. Peut-être dire à la place et. Est-ce que. Voilà, ça c'est aussi une chose importante. Transformer le mais en et. Si c'est juste une formule linguistique, ça ne marche pas. Donc ne prenez pas tout ça comme des trucs. Il suffit de coller et puis ça marche. Pas du tout. Je veux dire que c'est quand vous dites mais, sentez ce qui se passe dans votre esprit. Si je te remercie d'avoir fait la ficelle
Et moi, il y a quelque chose que j'aime faire comme ça, et toi, tu l'as fait comme ça. Et j'aimerais comprendre, pour toi, quel est l'intérêt que tu vois à le faire comme ça. Ben, là, on peut marquer des différences de point de vue, mais c'est dans la coopération. C'est pas un truc verbal. C'est l'intention qui est de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et si je fais ça en truc, ça ne marche pas pareil. C'est quand même l'intention à l'intérieur. Simplement, vous pouvez néanmoins entendre la différence que ça fait si vous transformez le mais en est. Oui, et ben ça peut être un bon exercice, ça, justement, à faire. Tout à l'heure, je te demandais pour aiguiser son ressenti. Oui. Bah, tu vois, ça, c'est déjà quelque chose. Si on ferme les yeux, on essaye de se dire cette phrase avec un et avec un mais, bah, on peut voir déjà à l'intérieur comment ça se positionne, ce qu'on ressent. Je pense pour aiguiser son ressenti. Et c'est justement ce que tu dis aussi, c'est d'intégrer cette nuance, non pas que intellectuellement, mais de venir l'expérimenter à travers justement ce ressenti. Oui. Une autre chose que je peux faire, c'est quand j'ai des critiques à faire, plutôt que de faire des critiques, c'est dire ce que je voudrais. Par exemple, tu fais jamais la vaisselle, ou j'aimerais que tu fasses la vaisselle ce soir. Ouais. Voilà. Ou j'aimerais voir comment on pourrait s'organiser pour partager la vaisselle. Oui, parce que j'aimerais que tu fasses la vaisselle, il y a quand même un truc très directif, non? Oui, j'aimerais que tu fasses la vaisselle ce soir. Ouais. Pas tout le temps. Ouais. Pas forcément tout le temps. Ça peut être directif aussi, non, pour certains. Mais je prends la responsabilité, c'est moi qui ai envie de ça. Ouais. Et l'autre peut ne pas avoir envie de ça. Il peut dire non. Mais je peux avoir des idées très directives sur l'autre. Oui. C'est aussi une réalité. Ouais. Et c'est simplement prendre conscience que c'est mon envie et simplement mon envie. Oui. Ça veut pas dire que les désirs peuvent prendre réalité toujours. Oui, mais si je ne les dis pas, c'est une vraie perte aussi. Si je ne dis pas ce dont j'ai envie et qu'après je fais des reproches, là la relation est endommagée. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu des personnes qui pouvaient se plaindre de certaines choses, mais qui l'ont même pas exprimé à la personne avec qui ils partagent leur vie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Hein. C'est compliqué, et c'est important, et pour améliorer la relation, ou en tout cas être plus en lien, ça fait partie des bases, de toute façon, d'exprimer ses besoins. Parce que l'autre peut pas les deviner, en fait. Non. Non. Enfin, il peut les deviner, mais c'est pas sûr qu'il veuille les deviner. Oui, ou alors qu'il tape juste. C'est-à-dire que si tu parles aussi d'être précis, quand tu disais faire la vaisselle ce soir, il y avait aussi ce truc de précision. Donc c'est apprendre aussi à être précis dans nos demandes et dans notre formulation. Oui. Il y a une autre chose qui est aidante. Sur des sujets délicats, j'évite les questions. L'enfant le sait bien. Quand un parent dit à son enfant « Pourquoi tu as fait ça ?» Il sait que c'est pas une question, il sait que c'est une engueulade. Et plus tard, nous nous méfions des questions. Quand quelqu'un me dit « Pourquoi j'ai fait ça ?» pourquoi tu as fait ça? Il me dit ça à moi. Je sais qu'il est pas content. Enfin, j'imagine qu'il est pas content, il ou elle n'est pas content, et qu'on est en désaccord. Ouais, ça laisse la place à l'interprétation. Me fait interpréter à alerte rouge. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, qu'est-ce qui n'allait pas, que l'autre n'a pas accepté? Et là, je peux complètement changer la chose si je dis tout à l'heure tu as fait ça et j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de faire ça comme ça. Alors si je dis ça à quelqu'un qui vient de faire quelque chose d'ennuyeux, reconnu par les deux, c'est pas tout à fait approprié. Mais si quelqu'un fait quelque chose d'une certaine manière et que moi c'est pas mes habitudes comme ça,
Je peux lui dire, j'aimerais savoir ce qui fait que tu as fait ça comme ça. Je peux dire, moi d'habitude, je le fais pas de la même manière. Oui, Et j'aimerais comprendre. Et ça montre que c'est pas dit pour engueuler ou pour c'est vraiment dans une intention justement c'est dit de dans comprendre. l'intention de comprendre. Ouais. Voilà. Et de comprendre, pas pour ne pas le traiter d'abruti. Oui. Et est-ce que justement tu vas exprimer son intention aussi, le dire verbalement. Là mon intention en venant de parler c'est de comprendre ou de résoudre un problème. Finalement le fait de faire ce point avec soi-même c'est aussi quelque chose qui peut permettre de l'exprimer ensuite à l'autre. Oui, tout à fait. Et ça permet de comprendre. Et tous ces dialogues sur des petites questions matérielles peuvent enrichir la relation de fond. Je me rappelle d'un couple que j'avais reçu. Ils ont appris que pouvoir exprimer son besoin, ses intentions, ce dont on a envie, ce que l'on redoute, etc. Exprimer tout ça avant de chercher une solution était précieux et en particulier, ça enrichissait l'échange. Et ce monsieur avait dit, de retour d'une semaine chez eux, où ils avaient eu l'occasion d'être confrontés à des petits problèmes, il avait dit, maintenant, quand on a des problèmes, je me dis chic, je vais en apprendre sur elle. Ouais. Et elle va en apprendre sur moi. Ouais. Et du coup, c'est regarder un problème comme une source d'enrichissement et non pas une malédiction. Oui. C'est précieux. C'est super précieux. Ça montre finalement comment je me positionne face à un même problème. Ça peut permettre des issues différentes. Absolument. Et je peux être dans une issue de bagarre qui décidera comment on le fait ou dans une issue de co-construction. Un couple devient un couple passé l'étape amoureuse, quand il se construit sa propre culture. Ça peut prendre des années de construire une culture, et je crois que ça ne s'arrête pas. La construction de la culture, c'est quelque chose de vivant, la culture du couple. Mais comment on part de sa culture d'origine et que l'on crée avec l'autre une culture commune, ça prend du temps, mais ça va plus vite si on en parle. Oui. Et ça crée beaucoup de connivence et de richesse. Et entre transporter sa culture d'origine et créer une nouvelle culture, c'est subtil et complexe. Et il n'y a pas tout à jeter dans ma culture d'origine. Il y a des choses auxquelles je tiens. Il y a des choses qui me plaisent et qui sont douces pour moi. Et comment en faire un bien commun, partagé, et pas simplement mon bien que je défends. Ouais, c'est dans le quotidien, dans tout ce qui peut être réveillé chez moi, activé, et en fonction de comment on le prend. Du coup, ça peut. Je trouve ça très très beau et très parlant cet exemple parce que on parlait de responsabilité tout à l'heure. Ça permet de se dire ok, là ça vient activer quelque chose chez moi, c'est de ma responsabilité parce que c'est quelque chose qui vit en moi. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je l'utilise pour en apprendre plus sur moi, en apprendre plus sur l'autre, ou pour me bagarrer pour avoir raison, finalement. On en revient au début. Et on en parlait aussi au début justement du langage non verbal et du fait que l'autre aussi parfois dans son positionnement peut nous transmettre des messages malgré lui. Il y a de plus en plus de personnes qui sont hypersensibles et qui sont sensibles justement à toutes ces petites actions subtiles. Quand je perçois quelque chose chez l'autre que lui-même n'a pas encore exprimé, est-ce que ça a sa place de soit venir dire à l'autre « je te sens comme ci, je te sens comme ça, est-ce que tu veux en parler ?» ou c'est quand même mieux que ça vienne directement de l'autre? Alors, je trouve que « est-ce que tu veux en parler ?» ça fait un peu psychothérapeute, psy sauvage. Je sens ça et j'aimerais savoir si ça te paraît juste ou pas, si l'autre a envie d'en parler à ce moment-là, ce sera peut-être l'occasion qu'il en parle.
Et si j'ai vraiment envie de savoir, oui, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais que tu m'en dises plus. Si c'est pas maintenant, si ça te paraît pas possible maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse en reparler à un autre moment, si tu en es d'accord. Si tu ne veux pas, je peux pas obliger l'autre à en parler. Ouais, encore une fois, ça part de soi. J'ai senti ça. Oui. Et moi, j'aimerais comprendre, ou j'aimerais juste savoir, mais du coup, ça permet à la fois, donc, d'exprimer ce qu'on ressent, tout en exprimant aussi l'intention et ce qu'on aimerait, ce qu'il en ressort. Oui. Et de pas faire intrusion chez l'autre. Ce qui est pas forcément confortable non plus. Oui, évidemment. Il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais revenir. Quand nous discutons pour résoudre un problème, il s'agit là à nouveau de partager ses intentions sous-jacentes. Paul Valéry disait « Il n'y a d'accord véritable qu'entre les arrière-pensées ». Et je crois que c'est juste trouver une solution qui soit fiable, doit passer par les arrière-pensées et les intentions, et les craintes et les espoirs secrets, et tout ça. Et si nous voulons chercher une résolution à un problème, nous avons à partager nos craintes, nos inquiétudes, nos attentes, nos espoirs les plus fous, ce que je ne veux surtout pas, ce que je voudrais absolument. Et tout ça, ça permet beaucoup plus facilement de trouver une solution commune que de passer en revue toutes les solutions possibles. Chercher directo les solutions, c'est le plus long chemin pour trouver des solutions. Le plus court chemin, c'est de partager ses intentions. Et je voudrais que nous nous le rappelions quand nous engageons une discussion pour trouver des solutions. C'est de mettre le projecteur sur toutes les différentes parties qui vivent à l'intérieur de moi, donc mes peurs, mes désirs, mes envies, mes besoins. Craintes, mes expériences passées, mes envies d'expériences nouvelles. Et c'est avec tous ces éléments-là, et ensuite en bâtissant ensemble les solutions. Ouais. Voilà, ça me paraît c'est important de le rappeler, ça aussi. Une belle parenthèse. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, que ce soit sur RE ou que ce soit sur justement capter l'intention? Peut-être ce qui est associé à mes intentions, qui sont des intentions positives, c'est vérifier si moi, je suis bien en accord avec ces intentions-là pour l'autre. J'aimerais que l'autre puisse tatati tatata, et moi, est-ce que je fais ça aussi? Oui, d'accord, c'est-à-dire avant de regarder, c'est un peu la phrase, la citation qui est dans la Bible, il me semble. Oui. Avant de regarder la poutre, la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, regarde la poutre qu'il y a dans la tienne. Oui, alors je dirais pas la paille à la poutre, parce que parfois je trouve que quand même c'est la bien poutre et la poutre. C'est la poutre et la poutre, mais parfois c'est la paille et la poutre. Oui. Ouais. Oui, par exemple, j'aimerais que l'autre arrête de me couper la parole. Est-ce que moi-même, je ne lui coupe pas par moment la parole? Voilà, par exemple. Je pense à quand mes enfants étaient à la maison, il y avait pas mal de discussions sur ranger. Et puis ils sont partis de la maison, non, comme normalement parce qu'ils étaient grands. Et puis je me suis rendu compte que la maison n'était pas aussi ordonnée que je l'aurais imaginé qu'elle serait après leur départ. Et donc je me suis dit, quand même, je les ai bien souvent accusés de désordre, et moi je mets mon paquet là-dedans. Et quand je me retrouvais seule, je me suis dit, c'est dommage, j'ai personne à accuser. Et ça m'a fait sourire, quoi, de voir que je regardais pas, moi. T'as ta responsabilité dans ce qui se passait là, ouais. Oui, ma part active. Ouais. Et il y a une dernière question que j'aimerais te poser, c'est toujours dans ce cadre de réfléchissez avant de parler. Si on n'a pas réfléchi justement avant de parler, ou en tout cas on n'a pas fait tout ce travail et que du coup on a pu avoir des actes ou des paroles blessantes,
on peut pas effacer ce qui s'est passé. Par contre, je pense qu'on peut avoir la possibilité de venir réparer, d'essayer en tout cas, de poser l'intention de réparer. Est-ce que t'as des pistes à nous donner pour quelqu'un qui peut-être est impulsif ou tu vois, qui peut faire du mal? Comment est-ce qu'elle pourrait réparer, sachant que l'idée c'est quand même pas de faire mal et après de réparer, c'est de réparer de suite, mais... C'est quelque chose d'important de réparer, la notion de réparer et de pardonner. Et de se pardonner. Et de demander pardon. C'est quelque chose d'important. Et alors, ce qui est ennuyeux avec le pardon, c'est qu'il y a les religions qui s'en mêlent et qui mettent un paquet qui n'est plus complexe que ce que je voudrais y mettre, moi. C'est quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui a peiné l'autre beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, je peux dire je t'ai fait mal et reconnaître ce que j'ai fait. Alors, je vais pas chercher des excuses. C'est pas le moment de chercher des excuses. C'est principalement reconnaître le dommage que c'est pour l'autre. Et entendre que l'autre dise oui, c'est ça, et puis il y avait encore ça aussi, ça a eu ça aussi comme effet, ou ça a ça comme effet. Et que je puisse entendre de la bouche de l'autre tous les dommages que l'autre sent, et pas seulement ce que moi j'entrevois. Mais je peux amorcer l'expression de l'autre en disant moi déjà ce que j'ai vu que ça avait comme effet. J'ai vu que ça t'avait vraiment blessé quand j'ai dit ça. Je t'ai vu changer d'expression et j'en suis désolée et j'aimerais pouvoir en parler avec toi et savoir ce qui s'est passé pour toi. Et je peux ouvrir le débat là-dessus. Il se peut que l'autre dise écoute, c'est pas le moment, c'est trop à vif. Peut-être un peu plus tard on pourra en parler, mais là je peux pas. Et c'est reconnaître, accepter. Et éventuellement dire j'aimerais maintenant te demander pardon. On peut dire j'aime pas trop de se demander pardon, encore que c'est le mot qui soit juste. Si, j'ai enregistré un épisode justement sur le pardon avec Marie-Sophie qui a été qui fait des cercles de pardon justement et qui a reçu ses enseignements par Olivier Clerc, qui lui-même a reçu des enseignements de Don Miguel Ruiz sur justement le don du pardon, et elle expliquait, et il explique aussi, Olivier Clerc, que le pardon c'est en dehors justement de tout ce que la religion a pu en faire, etc., c'est surtout demander pardon. C'est pas se mettre dans une position de supériorité, de je te pardonne ou quoi que ce soit, mais c'est un acte justement d'humilité envers soi ou envers l'autre, d'être dans cette posture de reconnaître, et en fait le pardon ça peut permettre de purifier justement au niveau des émotions, surtout de libérer, de reconnaître, et sans ça efface pas le mal. Quand il a été fait, mais juste déjà de reconnaître, c'est une première étape, effectivement, qui peut soulager l'autre. Oui, et ça, c'est quelque chose de précieux pour la relation. Ne serait-ce pour que ça ne soit pas un poids que l'on traîne. Oui, parce qu'après, la rancune, etc., c'est des choses... Puis, il y a un jour où c'est trop tard. Oui. La personne disparaît. Ouais. Et... morte ou pas morte, elle n'est plus dans le paysage. Ouais. Au mieux chercher à le faire dès que possible. Dès qu'on en prend conscience, peut-être. Oui. Très beau. Est-ce que tu as des livres ou un documentaire à nous partager? Alors, il y a les livres en anglais, édités justement par Bernard Gorny. Il y a le livre de Rob Skuka. Ok. Skuka est un auteur qui a écrit plusieurs choses, en particulier sur l'infidélité, et le traitement de l'infidélité et des dommages de l'infidélité.
Top. Et ben écoute, ma dernière question, tu la connais. C'est celle que j'utilise pour clôturer. Donc c'est pour toi, Nicole, c'est quoi une terre happy? Eh bien, moi, je suis assez proche de la traduction anglaise. C'est une terre joyeuse où on prend soin de ce qui est et on prend soin de son devenir aussi et du devenir des autres. C'est une belle définition. Je te remercie, Nicole. À Moi très aussi, vite. je te remercie. Merci beaucoup.